Merci, Monsieur le Président. Je tiens au début à remercier les organisateurs de m'avoir invité pour parler de la sarcoïdose en 2024. Cette granulomatose multisystémique de cause inconnue a une clinique polymorphe, un diagnostic qui repose sur 3 éléments, clinico-radiologique, histologique et l'exclusion de toute affection granulomateuse avec une évolution hétérogène allant vers de la résolution spontanée ou suite au traitement à des séquelles ou bien et rarement au décès. Sur le plan thérapeutique, les études souffrent de l'hétérogénéité des populations, de l'absence de scores de jugement validés et des biais de sélection pour des raisons éthiques. Ainsi, l'avis des experts reste très important dans de telles approches. Tout ceci rend difficile l'utilisation des règles de l'evidence-based medicine. Et donc, les anciennes recommandations et avis de société étaient basés essentiellement sur les avis des experts. Les recommandations récentes ont essayé d'utiliser au maximum l'evidence-based medicine pour se rapprocher des normes actuelles de la pratique de la médecine. Toutefois, lors de mon exposé, je vais essayer de rapporter les nouveautés, et ce en se basant sur ces recommandations, entre autres, mais surtout d'apporter les points qui intéressent les cliniciens. Donc, en parcourant les différents chapitres de cette question, je vais commencer par l'épidémie en disant que, classiquement, on parlait de la survenue, de l'âge survenu, entre 25 et 45 ans. Or, il y a quelques années, une large étude américaine a permis de montrer que seulement 20% des malades ont eu un début entre 25 et, disons, au moins à un âge inférieur à 45 ans. Et malheureusement, donc vous voyez que les 80% ont un âge début au-delà de 45 ans, voire même 25% avaient un âge supérieur ou égal à 65 ans. Et ceci pose un problème pour le clinicien, parce que la sarcoïdose chez le sujet âgé se caractérise par, sur le plan clinique, une plus grande fréquence d'uvéites, de lésions cutanées, de ganglions abdominaux et d'atteintes extrapulmonaires isolées, posant le problème de diagnostic différentiel avec le cancer, fréquent à cet âge, comme vous le savez. Il y a aussi plus de fibrose. Sur le plan diagnostique, malheureusement, il y a moins de formes cliniques à évolution favorable, à savoir donc les anomalies à la radiographie du thorax asymptomatique et l'érythème noueux. Les biopsies des glandes salivaires accessoires et cutanées semblent plus rentables dans cette population. Malheureusement, l'évolution est plus grave, avec moins de rémission, plus d'effets indésirables et plus de décès. Évidemment, en prenant en charge ces patients, se pose le problème, s'agit-il d'un cancer? Sur le plan éthiopathogénique, le clinicien doit connaître la cohorte du World Trade Center, parce que cette cohorte comportant 16 000 pompiers, fortement exposés lors des événements du 11 septembre 2001 à une exposition environnementale massive, cette cohorte a montré 2 données importantes. Premièrement, l'augmentation de l'incidence de la sarcoïdose, essentiellement au cours de l'année qui a suivi cette forte exposition, avec un maintien de cette tendance haussière dans les années suivantes, et deuxièmement, une évolution assez prolongée. 8 ans après le diagnostic, beaucoup de malades ont gardé des sites actifs. Il semble que des voies inflammatoires assez spécifiques sont incriminées, mais non encore identifiées. Classiquement, face à une sarcoïdose, le clinicien demande le bilan suivant, donc un bilan clinique et paraclinique, qui est classiquement recommandé. En fait, les dernières recommandations insistent sur l'existence de formes clinico-radiologiques fortement évocatrices et rendant le diagnostic de sarcoïdose fortement probable, et d'autres rendant le diagnostic probable. Mais
Ces recommandations insistent sur les points suivants. La notion de fatigue et trouble de l'humeur, parce que jusqu'à 80% des cas, des malades rapportent cette fatigue-là qui est très impactante dans environ 30% des cas. Elle est multifactorielle, elle s'accompagne fréquemment de dépression et d'anxiété à rechercher et à prendre en charge. Tout ceci impacte la qualité de vie. Et donc, il est très important d'apprécier cette qualité de vie qui comporte une note subjective importante, d'où l'importance d'essayer de questionner le patient et de bien préciser cette fatigue. Et dans ce cadre-là, l'utilisation d'échelles telles que la Fatigue Assessment Scale est intéressante pour quantifier et suivre l'évolution de cette fatigue. Deuxième point, la neuropathie des petites fibres, qui peut intéresser jusqu'à 60% des malades, mais cette neuropathie est d'importance variable. Elle comporte des douleurs neuropathiques chroniques d'importance variable, plus ou moins dysautonomie. Tout ceci est en rapport avec une dysfonction des fibres nerveuses, des petites fibres nerveuses, dont le diagnostic est assuré, certes évoqué par la clinique, mais assuré sur l'existence de stigmates dysfonction des petites fibres, sur le potentiel évoqué laser, sur le CT-scan, malheureusement pas très répandu, et sur la biopsie cutanée. Concernant l'imagerie, la place de la radiographie de thorax est maintenue et la classification de scanning est maintenue, avec toutefois la notion de la possibilité de ne pas aller vers le scanner systématiquement en cas de forme clinico-radiologique fortement évocatrice. Toutefois, ceci nécessite une surveillance étroite de ces patients tous les 3 mois pour indiquer le scanner en cas de modification. Mais je pense que ce scanner-là, qui a un apport indéniable et dont les aspects fortement typiques sont bien connus actuellement, et je pense, sous nos climats, vu la facilité de réaliser le scanner et d'utilisation très courante. Les présentations clinico-radiologiques permettent de distinguer 2 grands tableaux, soit la possibilité de se baser sur ces éléments pour évoquer fortement et voire retenir le diagnostic de sarcoïdose, soit la nécessité de compléter le bilan, et ce, en discutant essentiellement d'autres examens et la biopsie, et ce, dans un cadre plutôt de discussion multidisciplinaire. Ce bilan systématique doit être complété par des données biologiques, à savoir fonction rénale, hépatique, calcium, NFS, électrophorèse des protéines pour éliminer tout ce qui est déficit immunitaire variable, et un ECG, 12 pistes systématiques. Les recommandations ne sont pas pour la réalisation systématique d'échographie thoracique ou d'holtère rythmique de façon systématique chez des patients ne présentant pas des signes cliniques ou électriques évoquant l'atteinte cardiaque. Mais du fait du caractère anodin de ces examens, le clinicien peut les proposer au cas par cas. L'enzyme de conversion de l'angiotensine. Cette enzyme-là n'a plus la valeur initiale qu'on lui a attribuée. Elle peut être élevée dans environ 60% des cas. Elle peut être suivie au cours de l'évolution seulement en cas d'élévation initiale. La démarche diagnostique, donc cette démarche est proposée dans les recommandations de la façon suivante. Soit on a, donc premier cas, on a un tableau clinico-radiologique fortement évocateur tel que Lofgren, lupus pernio, Hirschfeld ou adénopathie hilaire bilatérale asymptomatique. Là, le diagnostic peut être retenu sans recourir à la biopsie, et c'est une recommandation qui est défendue, et qui est proposée à condition d'assurer un suivi clinique étroit. Mais l'existence d'adénopathie hilaire bilatérale asymptomatique est une situation où les recommandations proposent ce qui suit.
Ils ne sont ni pour ni contre la réalisation systématique d'un prélèvement ganglionnaire. En lisant l'argumentaire, ils disent que la moindre suspicion de lymphome ou de sarcoïde ou de tuberculose incite à réaliser. Et donc je pense que sous nos climats, la preuve, afin d'éliminer essentiellement la tuberculose, est importante pour ne pas passer à côté de cette pathologie. Deuxième situation, nous avons des éléments cliniques probables, mais qui n'évoquent pas fortement le diagnostic de tuberculose. Dans ce cas, la discussion doit tourner autour de la réalisation ou pas de la biopsie. C'est le rôle de la concertation, mais dans ce cas, si jamais la biopsie est indiquée, les recommandations recommandent les BUS comme l'examen de première intention et non pas la médiastinoscopie. Les BUS ont une rentabilité d'environ 87%, mais le coût de la médiastinoscopie et son agressivité est contre son utilisation de première intention. Toutefois, l'existence d'une atteinte prédominante parenchymateuse évoque la possibilité d'utiliser d'autres examens tels que les biopsies bronchiques, les biopsies transbronchiques à l'aveugle et le lavage broncho-alvéolaire. Et effectivement, donc, la recherche d'un moyen permettant d'avoir une biopsie de qualité et facilement utilisable par l'histopathologiste nous laisse penser à l'utilisation de la cryobiopsie. Mais cette technique, nouvelle technique, quoiqu'elle permet de nous fournir une pièce assez de bonne qualité pour l'anatomopathologiste, sa place exacte reste à définir selon les recommandations en 2024. Concernant le lavage broncho-alvéolaire, il est certes utile pour réconforter le diagnostic sans le prouver. Une lymphocytose entre 15 à 25%, un rapport CD4-CD8 supérieur à 4 permettent de réconforter le diagnostic, mais le lavage a un intérêt plus important aussi chez nous, c'est la recherche de barre et donc la microbiologie. De toute façon, les recommandations, c'est d'utiliser un lavage à volume élevé, donc 100 à 300 millilitres. Et deuxièmement, ce lavage n'est pas validé pour le suivi et la surveillance. Le PET scan, cet examen sensible qui permet de détecter l'inflammation de la sarcoïdose et qui est très promoteur et très utile, n'a réellement de place bien indiquée que pour la sarcoïdose cardiaque actuellement. Quoique ces indications sont de plus en plus étendues, et je pense que dans les années qui suivent, son utilisation sera plus large, quoique il est coûteux, qui n'est pas très disponible et qui expose à l'irradiation. Parmi les perspectives d'avenir, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider l'interprétation de ce PET scan. Donc, il faut s'attendre aux résultats des études en cours et des possibilités d'utilisation plus larges du PET scan. Donc, in fine, nous sommes face à un malade qui est suspect, qui a bénéficié ou pas d'une biopsie, mais qui finalement, soit il a la biopsie et les trois conditions pour poser le diagnostic, et là on est face à une sarcoïdose, mais dans tous les cas, il faut continuer à surveiller le patient parce qu'on peut avoir une surprise, telle que l'apparition d'un cancer, à titre d'exemple, ou d'une exposition non révélée au début. Deuxièmement, lorsqu'on n'a pas de preuve formelle, c'est le suivi dans le cadre d'une discussion multidisciplinaire de ce patient. Ce qui est nouveau, c'est que les recommandations insistent sur l'implication des patients. Les patients doivent avoir un avis. C'est une discussion qui concerne, tant que possible, le recours aux différents examens complémentaires parce que le malade peut avoir un avis. Juste, je vais parler de l'atteinte cardiaque pour dire que lorsqu'on a une suspicion d'atteinte cardiaque, le premier examen à réaliser, c'est l'échographie, qui, si elle est en faveur de l'atteinte cardiaque, c'est le PET scan ou bien l'IRM qui sont indiqués.
Si c'est une question de trouble du rythme, l'hôtel rythmique est aussi indiqué. De toute façon, les recommandations insistent sur la nécessité d'impliquer une équipe de cardiologie bien expérimentée dans ce domaine. Un point très important qui nous intéresse. Lors de la réalisation du test de marche 6 minutes, il est très important de chercher les signes évoquant l'hypertension pulmonaire, à savoir douleur thoracique d'effort, dyspnée et syncope d'effort. Dans ce cas, il faut évoquer la possibilité d'hypertension pulmonaire qui peut être évoquée aussi sur les données d'autres examens complémentaires. Et dans ce cadre-là, le premier examen en cas de suspicion, c'est l'écho cardiaque. Si elle est suggestive, c'est le cathétérisme cardiaque droit. Sinon, le cathétérisme est indiqué au cas par cas. Le diagnostic différentiel, certes, une multitude de pathologies peuvent donc être citées, mais je vais insister sur les infections, essentiellement la tuberculose sous nos climats, les granulomatoses péritumorales, donc telles que lymphome ou cancer de poumon, peuvent s'accompagner de lésions granulomateuses. La berlioz, la silicose, surtout accélérée, le déficit immunitaire comme invariable, place de l'électrophorèse des protéines systématiques au début. Mais aussi certains médicaments. Et effectivement, en utilisant la base de pharmacovigilance de l'OMS, cet article rapporte 55 médicaments à l'origine du développement de lésions sarcoïdosiques et donc posant le problème de l'hétérogénéité, particulièrement des nouveaux médicaments immunomodulateurs. Le traitement. Le traitement est suspensif. Il a pour but d'arrêter la formation du granulome, mais sans aucun effet sur la fibrose. Le but est d'arrêter, mais in fine, c'est d'aboutir à une dose seuil permettant de maintenir ce contrôle du processus granulomateur. Malheureusement, la réponse est variable au traitement. Le délai d'efficacité est variable. Les corticoïdes permettent d'avoir une réponse rapide, contrairement aux autres qui nécessitent généralement des mois pour obtenir la réponse. L'efficacité et la tolérance sont variables d'un individu à un autre. Et la même drogue a une efficacité variable d'un organe à un autre. Tout ceci explique la difficulté d'avoir de grandes séries permettant de répondre aux normes de l'evidence-based medicine. Globalement, nous voyons dans ces recommandations 3 niveaux de traitement. Palier 1, c'est la corticothérapie. Palier 2, ce sont les immunosuppresseurs. Palier 3, c'est la biothérapie. Et effectivement, palier 2, immunosuppresseurs, particulièrement méthotrexate. Palier 3, donc avec les biothérapies, essentiellement infliximab. Mais au-delà de cela, nous avons la possibilité de voir dans la littérature des médicaments essayés par certaines équipes sans preuve formelle d'efficacité et sans validation. Il s'agit de la ligne au-delà de la 3e, et donc plusieurs produits ont été utilisés. Je vais insister particulièrement sur la Repository Corticotropin Injection, qui est le 2e médicament approuvé pour la sarcoïdose active par les Américains. C'est un activateur des récepteurs de la mélanocortine qui a une activité anti-inflammatoire et immunomodulatrice et qui pourrait avoir, dans les cas sévères et résistants, une place. Pour les autres types antifibrotiques, nintédanib, pirfénidone, il faut plus d'études pour réellement préciser leur place. Dans l'étude InBuild, moins de 10% avaient une sarcoïdose. La corticothérapie inhalée n'a pas de place pour une sarcoïdose isolée sans hyperactivité ou asthme associé. Les indications. En fait, les indications découlent de la recherche d'un équilibre entre la minimalisation du risque d'invalidité, de perte de vie ou de perte de qualité de vie, les principales causes de mortalité étant la réduction de la fonction respiratoire, la fibrose pulmonaire, l'hypertension pulmonaire et l'atteinte cardiaque. Évidemment, le clinicien doit bien faire attention à ces différentes situations. Deuxièmement,
c'est le risque de comorbidité et de la qualité de vie en rapport avec l'iatrogénie. Les indications ne sont malheureusement pas bien validées selon l'evidence-based medicine. Et donc, c'est une décision multidisciplinaire, mais où récemment, les recommandations donnent une place non négligeable aux patients. Donc, l'avis du patient a un rôle très important, tel que on peut ajouter le méthotrexate utilisé classiquement en deuxième ligne dès le début face à un malade qui ne veut pas s'exposer au risque de la corticothérapie, etc. Le but est de contrôler la maladie et de maintenir ce contrôle. En fait, les indications actuellement reconnues sont l'abstention dans les formes aiguës à pronostic a priori favorable, recommandée dans les stades 2-3 symptomatiques avec une EFR anormale. Anormal, ça veut dire des seuils. Malheureusement, il n'y a pas de seuil validé. Mais on peut retenir ce qui suit. Initialement, si on a une capacité vitale forcée inférieure à 70% ou DLCO inférieure à 65%, le traitement peut être indiqué. Ou bien, en cas d'aggravation, avec une chute de plus que 10% de la capacité vitale ou de 15% du DLCO. L'existence de troubles ventilatoires obstructifs, de sténose bronchique et de stade 4 symptomatique avec une activité granulomateuse résiduelle parce que le traitement n'a pas d'action sur la fibrose constituée. Reste controversé le recours au traitement chez des malades stables, stade 2-3. Pour les manifestations extra-respiratoires, les indications classiques restent donc retenues comme indication de la corticothérapie, donc atteinte menaçant soit le pronostic vital, soit le fonctionnel. Pour les autres, le traitement est variable et je pense là essentiellement à la fatigue, qualité de vie et neuropathie des petites fibres. Je vais axer sur la corticothérapie pour dire que dans les recommandations sont mentionnées l'utilisation de fortes doses de corticoïdes dans les formes progressives, rapidement progressives, extrapulmonaires, menaçant le pronostic vital ou fonctionnel. Et dans ce cadre-là, la dose n'est pas précisée. Deuxièmement, à l'absence de maladies menaçant la vie et ou la fonction, actuellement, la tendance est de prescrire entre 10 à 20 jusqu'à 40 mg et non plus les doses fortes de corticoïdes. Et ceci est très important, avec une réduction progressive, globalement 5 mg toutes les 2 semaines, pour aboutir à une dose de maintenance d'environ 5 à 10 mg par jour pendant au moins 6 à 12 mois. Deuxièmement, chez ces malades-là, il faut toujours penser à la possibilité d'arrêter. Et cet arrêt ne peut être réalisé que moyennant un contrôle de la maladie maintenue. Et cette tentative d'arrêt doit être faite tous les 6 à 12 mois. Malheureusement, en cas d'échec, nous devons reprendre. Et cette reprise et cette possibilité d'échec, de reprise, doit être discutée avec le patient avant l'arrêt. À plus long terme, une dose cible de 5 à 10 par jour est largement appropriée et les effets indésirables justifient l'individualisation. Le recours à plus que 10 mg nécessite une discussion avec le patient pour éventuellement ajouter un autre médicament type méthotrexate comme traitement épargnateur de corticoïdes. Juste un clin d'œil, la fatigue persistante, c'est l'activité physique, la réhabilitation, voire certains médicaments et exceptionnellement le recours au traitement corticoïde ou méthotrexate dans les formes les plus rebelles. La neuropathie des petites fibres, c'est l'utilisation des anticonvulsivants ou antidépresseurs, voire l'utilisation d'immunoglobulines intraveineuses ou inhibiteurs TNF. Au-delà de la première ligne, c'est la non-réponse, la progression, l'iatrogénicité trop importante qui incite à modifier le traitement. Et là, il faut recourir à un centre de référence ou un clinicien expérimenté. La sarcoïdose, qui nécessite un traitement de deuxième, troisième ligne, ne doit jamais être traité par un clinicien seul. Il faut toujours avoir l'avis d'une équipe multidisciplinaire
expérimentés. Le suivi, la périodicité du suivi et les examens à réaliser sont bien détaillés dans ces recommandations. Le but, évidemment, c'est de vérifier le contrôle, de vérifier l'apparition de rechutes qui surviennent le plus souvent au cours de la première année, essentiellement au cours des 6 premiers mois, et la guérison ne peut être affirmée qu'après 3 mois d'arrêt de traitement et de stabilité. Les recommandations insistent énormément sur la communication entre les différents praticiens et entre les praticiens et le malade. Je conclus en disant que la clinique et l'évolution polymorphe expliquent l'impossibilité d'avoir des attitudes fondées sur l'évidence-based médecine afin d'améliorer notre prise en charge. De toute façon, actuellement, on insiste beaucoup sur la qualité de vie, sur la communication avec le patient partenaire. Tout ceci en l'attente des résultats des études actuellement en cours qui concernent la génétique, qui concernent les nouveaux moyens de diagnostic, des biomarqueurs au niveau du sang, du lavage, condensat respiratoire et des essais thérapeutiques permettant, je l'espère, dans un délai court, de répondre à notre but ultime, traiter la sarcoïdose. Merci. Merci. C'était très important. Est-ce que 2025, on peut se retrouver pour le même sujet? Je l'espère, en bonne santé. Alors, on va s'accorder quelques moments pour des questions. Nous avons 10 minutes, si vous voulez bien, si on a encore un peu de tonus. Alors, qui dit mieux? Hein? À tous les trois. Oh oui, des questions à tous les trois. Monia, merci beaucoup. Bonjour d'abord, c'est un plaisir de te revoir. Tu nous as appris beaucoup de choses qui sont très intéressantes et le problème, il est tellement vaste. Mais moi, je voulais revenir sur un point particulier. On diabolise trop le méthotrexate. Moi, je pense qu'on devrait tempérer nos ardeurs concernant fibrose et méthotrexate. Quand on voit le retour des internistes qui, eux, le prescrivent largamanu, on n'a quand même pas beaucoup de malades qui viennent avec le méthotrexate. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que le fait de dire ça, en fait, on a tendance à l'esquiver. C'est pour ça que maintenant, on pousse le MMF à sa place, justement, alors que je pense qu'on devrait quand même le garder. Il est pris une fois par semaine, il est normalisé, il est recommandé dans des limites acceptables d'efficacité. Je pense qu'il faut moins le diaboliser, c'est mon avis. Alors, vous avez totalement raison concernant le méthotrexate. En fait, le méthotrexate, il te donne, quand ils ont revu les études sur le méthotrexate et sur les pneumopathies médicamenteuses qui sont secondaires au méthotrexate, méthotrexate donne plutôt des pneumopathies d'hypersensibilité quand il donne des pneumopathies d'hypersensibilité. D'accord? Mais sinon, l'atteinte comme ça, fibrosante, PID fibrosante, elle est carrément exceptionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, arrêter le méthotrexate comme traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde sous réserve qui peut être un risque de développement de fibrose, c'est obsolète. C'est plus le cas du tout. Et d'ailleurs, je pense que les attitudes ont commencé à changer. À mon sens, on devrait avoir beaucoup plus peur de médicaments type l'amiodarone, de la cordarone, qui donnent effectivement une atteinte fibrosante bien documentée, plutôt que le méthotrexate qui est aujourd'hui largement prescrit avec. Vous avez totalement raison, pas beaucoup. Je l'ai mis sur le tableau, c'est méthotrexate, plutôt des pneumopathies d'hypersensibilité que vraiment une atteinte fibrosante. Des questions pour le professeur Amro? Je peux me permettre? Oui, bien sûr. C'est pour le professeur Kamoun. Bon. Merci beaucoup pour votre excellente présentation. Ma question à propos de l'enzyme de conversion. À chaque fois, on dit l'enzyme de conversion, le fait de le demander, ça ne sert à rien. Parfois, on dit que ça pourrait nous servir pour la surveillance, mais en pratique, on continue à le demander. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ne faut plus le demander ou... Effectivement, donc dans le bilan initial, elle est actuellement demandée, mais ce ne sont que
les malades ayant des valeurs élevées qui peuvent être suivis, mais sa place réelle dans l'évaluation n'est pas prouvée. Donc, je pense qu'actuellement, elle n'est pas recommandée pour le suivi des patients. D'autant plus qu'il y a une variabilité très importante, que son dosage chez un malade sous inhibiteur de l'enzyme de conversion n'a pas de valeur. Donc, c'est un examen qui n'a pas tellement prouvé sa place dans le suivi de ces patients-là. Merci. Ah oui, la calcémie, oui. Ah oui, oui. Oui, la calcémie et la calciurie, c'est très important. Et j'attire là l'attention sur le fait que sous nos climats, en été, il faut être très prudent parce qu'il y a une augmentation, effectivement, de modifier les valeurs et on risque d'avoir plus d'hypercalcémie. Alors, dans le même ordre d'idée, moi, ce que me pose des petits ennuis de prendre des décisions, c'est le démarrage du traitement. On est limite entre 1 et 2, le stade 1 et 2. Et la radio, parfois, bon, on reste fidèle, bien sûr, à la classification. Et comme vous avez suggéré, qu'il faut traiter ça en collégial. Parce que c'est la seule solution. Et deuxièmement, si jamais on opte pour l'abstention, il faut surveiller ces malades-là étroitement tous les 3 mois. Merci beaucoup. Monsieur Hassan. Merci. Je vous remercie pour la qualité de ces communications très pratiques et utiles pour nous. Monsieur Kamoun, Sami, s'il vous plaît, j'ai une question. Actuellement, je suis malade. Il a une sarcoïdose. Il est en fin de traitement. Il est très bien sur le plan fonctionnel. J'ai demandé tout, j'ai tout refait. Mais je n'ose pas, sur le plan ophtalmo, cardio, tout, ça va très bien. Mais je n'ose pas arrêter le traitement, parce qu'il a fait déjà 1 an et 2 mois. Donc il est très bien. Mais ma question, est-ce qu'on peut reprendre, vous l'avez dit, on peut reprendre en discutant avec la patiente, mais combien de fois est-ce ou vaut mieux arrêter s'il y a une reprise, passer à autre chose? Oui. Donc, un malade stable sur 6 à 12 mois, on peut entamer l'arrêt. On peut faire l'arrêt. Et il faut continuer à surveiller ce patient pendant au moins 3 ans. L'absence de récidive sur 3 ans sans traitement, c'est la guérison. Et il est exceptionnel de voir une récidive après 3 ans. Et donc, si on a l'apparition de nouveaux signes, il faut chercher une autre pathologie plutôt que la sarcoïdose après 3 ans. Et donc, après 6 à 12 mois de traitement permettant le contrôle, il faut faire la tentative d'arrêt. Et même en cas de récidive, il faut bien expliquer aux patients cela, en cas de récidive, on va reprendre le traitement et on reprend le plus souvent plutôt vers 20 et non pas 40 pour aller rapidement vers la dose classique, initiale d'entretien. Mais il faut expliquer aux patients que c'est une maladie dont le traitement comporte des essais, entre parenthèses, de traitement pour minimiser, pour donner la dose minimale efficace et pour minimiser au maximum les effets iatrogènes. Merci. Merci Kamoun. Je voulais juste demander quelque chose. Point de vue attitude de dégression, parce que nous, les pneumologues, généralement, on est à 40, on élimine 10, et puis on élimine 5. Non, mais je vais te dire, les internistes sont beaucoup plus intéressants. Quand ils sont dans les doses hautes, ils descendent un peu rapidement. Mais dès qu'ils arrivent dans les paliers minimales d'efficacité, ils vont par 1 mg par milligramme. Et ça, c'est très intéressant de maintenir des doses qui correspondent. Et nous, ce qui fait que les malades récidives, la plupart du temps, nous tous le faisons, on a cette brutalité de dégression par 5. Alors que quand on arrive dans des doses inférieures, il faut aller un par un pour trouver la dose qui stabilise, et on va un peu plus longtemps avec une dose minimale et on a moins de récidives et on peut arrêter avec beaucoup plus de confort. Et effectivement, et je pense que là, dans cette remarque-là, pour nous pneumologues, cette dégression est réellement problématique
en cas de COP, donc la boupe. Parce que c'est le plus souvent aux alentours de 15 mg que les malades peuvent récidiver. Et donc, il faut réellement faire attention à la dégression entre 15 à 20, essentiellement donc pour la boupe, mais effectivement. Mais pour la sarcoïdose, les recommandations, c'est d'aller vers des dégressions de 15 mg tous les 15 jours, plutôt 5 mg tous les 15 jours, et non pas plus. Oui, Samy, je voulais te reprendre sur le traitement. Sur le traitement d'attaque, généralement, je pars sur un traitement de 2 à 3 mois à une dose pratiquement pleine, 40 à 60 mg. C'est qu'après que le malade ait été contrôlé que je commence à baisser de façon je dirais, réglementée. Je pense que moins on est efficace dans la dose d'attaque, dans le traitement d'attaque, plus les récidives se font. Et peut-être qu'il faudrait... Je n'ai pas de schéma bien établi, mais dans ma tête, je suis 3 mois, je suis à 40-60 mg, pratiquement dose pleine, et c'est qu'à partir de là que le malade se sent bien et que les choses se passent bien, que je dégraisse petit à petit. Je ne sais pas ce que tu fais dans... Effectivement. Donc, dans les recommandations, il faut plutôt cibler 40 et non pas 60. Donc, ils insistent sur la diminution de la dose d'attaque. La dose d'attaque ne doit pas être très élevée. Et voire moins pour certaines formes qui ne comportent pas une menace évidente. Par exemple, je ne sais pas, par exemple pour la fatigue, etc., il faut commencer par de faibles doses, plutôt 10 voire 20, et non pas 40 ou 60. Donc pour eux, c'est 40 et non plus 60. Et c'est ça la nouveauté dans ces dernières recommandations. Mais je reviens au fait que, comme tu l'as bien dit, il n'y a rien de réellement validé. Mais ce sont les tendances actuelles en se basant sur le challenge, iatrogénicité, efficacité. Donc la 40 semble nettement plus adaptée pour minimiser les effets indésirables sans toutefois retentir ni sur l'efficacité ni sur la récidive ultérieurement. Il y a des gens qui ne supportent pas la cortico. Qu'est-ce qu'on leur propose? Effectivement. Et dans ce cadre-là, donc il y a le malade, la vie du malade, mais dans ces cas-là, on peut associer deuxième ligne avec corticothérapie en tant qu'épargnateur de corticoïdes. Et donc on peut d'emblée prescrire méthotrexate plus une dose plus faible de corticoïdes. Professeur Question Savage. au fond, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Alors, ma question, c'est toujours par rapport à la sarcoïdose. Quelle protection osseuse peut-on proposer sans risquer de perturber le bilan phosphocalcique? C'est une question très intéressante. Et donc là, la première étape, c'est de réaliser un bilan du métabolisme phosphocalcique et non pas tout simplement une calcémie. Et il faut s'aider des spécialistes parce que c'est très problématique de donner de la vitamine D et du calcium en supplémentation chez un malade qui risque de faire une hypercalcémie. Mais donc, il faut réellement bien peser les indications. Mais c'est très important. Évidemment, les autres médicaments pour l'ostéoporose cortisonique peuvent être recommandés. Et donc, ce sont des malades qui doivent toujours être traités dans le cadre de la multidisciplinarité. Merci beaucoup. Ah, mais c'est bon. Non, allez-y, allez-y. Oui. Il va répondre, il va répondre. On fait la question. La question concerne les formes graves survenant suite à une vaccination post-Covid. Bon, je n'ai pas lu donc, la littérature concernant cette forme particulière, mais si on raisonne de façon... Oui, Bernard s'intéresse bien à ce sujet. Mais si on raisonne d'une façon globale, donc sévère, ça veut dire indication thérapeutique. Mais je n'ai pas lu...
Oui. Je ne m'engagerai pas sur le Covid post-Covid, on pourra en parler en très aparté, mais juste une remarque strictement sémantique et étymologique avec Samy, c'est que souvenons-nous ce que veut dire sarcoïdose. En grec, sarx, ça veut dire la chair, oïdose, l'inflammation de la chair. On n'a pas parlé de quelle chair il s'agit. C'est là où on voit bien que sur le plan d'origine, on ne sait rien. Et c'était ma thèse en plus. Alors, du coup, on va parler de la sarcoïdose, c'est juste passionnant. Je voulais juste vous demander par rapport à la corticothérapie toujours. Alors, on sait très bien qu'il y a certains patients, quand on arrive à une dose de corticoïdes, ils se stabilisent, et puis quand on descend en dessous, ça passe moins bien. Quelle est, à votre avis, la dose qu'on pourrait respecter? Est-ce que ce sera... Alors, j'ai des patients qui, sous 7,5, 10, 15, on peut tolérer, on peut diminuer encore plus. Deuxième question par rapport au méthotrexate. Alors j'ai très bien vu on commence à l'utiliser, mais si on sait très bien évaluer la corticothérapie, l'impact de la corticothérapie chez un patient qui a une sarcoïdose, traitement suspensif, on lève cette inflammation et on a des critères de jugement clinique, fonctionnel, etc. Avec le méthotrexate, on fait comment pour juger? Parce que est-ce que mon objectif thérapeutique est juste stabiliser et garder la même fonction et stabiliser mon patient, ou est-ce que j'ai un objectif d'amélioration et de traitement en bonne et due forme de la sarcoïdose? Et de ce fait, est-ce que je dois toujours garder la petite dose de corticoïdes sous-jacente? Donc ça fait 3 du coup. Oui. Donc l'utilisation de la corticothérapie au long cours doit le plus que possible obéir à la dose entre 5 à 10. De préférence inférieure à 7,5, parce que quand on est à 7,5 ou moins, on est beaucoup plus physiologique. Donc moins d'effets indésirables. Quand on est entre 10 à 15, et on ne peut pas donc réduire la dose, il faut passer à un traitement épargnateur de corticoïdes pour minimiser les effets indésirables, tant qu'on est dans une situation de maintien d'un traitement de maintenance prolongée. Concernant l'évaluation méthotrexate corticoïde, il n'y a pas de critères d'évaluation validés. Et du coup, que ce soit avec la corticothérapie ou avec le méthotrexate, c'est le contrôle de la maladie basé sur les signes d'évolution, sur les signes d'activité, Mais réellement, il n'y a rien de réellement validé. Et donc, le méthotrexate dans de telles situations est prescrit pour réduire la dose de corticoïdes et donc réduire l'iatrogénicité corticodépendante sur le long cours, tout simplement. Mais là aussi se pose la question de l'avis du patient en plus du staff multidisciplinaire. Parce qu'il y a des malades qui, en leur exposant les effets indésirables des différents médicaments, et je reviens au méthotrexate, préfèrent le méthotrexate à la corticothérapie au long cours, à la dose de, par exemple, 15 mg jour. Vous voyez, c'est passionnant, donc on va prolonger. Allez, j'ai une question là. Docteur Hanafi. Merci. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une explication à l'augmentation de ces cas chez les personnes âgées? Est-ce que c'est le même cas pour les autres connectivités? Merci. Effectivement, donc il n'y a pas de réponse claire concernant cette augmentation. Entre autres, se poser la question, est-ce que c'est la transition démographique, etc. Mais surtout, est-ce qu'il y a une modification de l'exposition environnementale au cours des dernières décennies comparativement aux décennies antérieures? Parce que là, ne pensons qu'à la pollution à l'intérieur des domiciles. Les produits utilisés pour le nettoyage n'ont pas réellement été bien explorés sur le plan de toxicité. Et on est en train de consommer énormément de produits et d'exposer à beaucoup de produits qui risquent de nuire. Donc il n'y a pas de réponse réellement acceptable de ce shift épidémiologique. Ouais. En attendant les questions, s'il vous plaît, je vois que la salle commence à se... Il y a des gens qui suivent. Juste dire un petit mot, parce que Moni a soulevé un gros problème.
Actuellement, c'est connu, pour le problème de la corticothérapie orale, les craintes se calculent en doses cumulées annuelles. Alors, selon les personnes, la fragilité des personnes, les doses cumulées annuelles, c'est entre 500 mg et 1 g. Juste pour vous dire, si un asthmatique qui vient vous voir 4 fois, en exacerbation, qu'il n'a pas pris son traitement, que vous donnez votre traitement habituel, eh bien, vous êtes dans ces normes-là. Vous dépassez cette dose-là, eh bien, vous êtes en effet secondaire. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer de se maintenir en deçà de cette dose cumulée qui est entre 500 et le gramme, c'est le maximum. Et la population est de plus en plus sensibilisée à la toxicité de la corticothérapie. Donc chez nous, par exemple, les gens essaient de l'éviter au maximum. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est le cas ou pas. Il y a une phobie, oui. oui. Une phobie, oui. Je rappelle que pour l'excursion, c'est pour demain, s'il vous plaît. C'est à partir de 15 h, l'excursion pour visiter la ville de Marrakech. J'attends les questions, s'il y en a. Madame la Présidente. Une petite question pour professeur Hamon. Pour la fibrose pulmonaire idiopathique, surtout les malades en exacerbation. Souvent, on les voit aux urgences qui se présentent en exacerbation. Ne sont pas connus porteurs de cette fibrose pulmonaire idiopathique. À partir de quel moment vous lancez le bilan étiologique et même vous refaites le scanner thoracique avant de conclure que c'est une fibrose pulmonaire idiopathique? Merci. Merci pour votre question. Alors, comme je l'ai dit dans ma présentation, que l'exacerbation, elle peut compliquer une fibrose pulmonaire idiopathique diagnostiquée antérieurement, comme elle peut également être contemporaine au diagnostic, c'est-à-dire qu'on va faire le diagnostic de la maladie courant de l'hospitalisation. Il y a certaines choses qui peuvent être faites au moment de l'hospitalisation, il y a d'autres explorations qui vont être différées en fonction de la sévérité de l'exacerbation. Bon, il y a des données de l'imagerie qui peuvent être très contributives en matière de diagnostic étiologique et on va identifier un pattern de pic. Bien sûr, avec les opacités en verre dépoli, effectivement, on va pas être tout à fait très à l'aise, mais on peut refaire le scanner différé dans les 3 mois ou 6 mois. On peut effectivement faire une surveillance épidémiologique. Tout le bilan biologique, notamment, par exemple, le bilan immunologique peut être lancé au moment de l'hospitalisation, ça peut être fait. Par contre, tout ce qui est exploration fonctionnelle, elle va être différée, là encore en fonction de la sévérité des exacerbations. Quand vous avez parlé des formes sévères, il est clair que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va faire une plaide complète, ni une DLCO. Par contre, on fera une gazométrie. Donc il y a certains paramètres qui peuvent être faits au moment de l'hospitalisation, c'est-à-dire au moment de l'exacerbation. Il y a d'autres qui vont être différés. Et comme le diagnostic d'une forme idiopathique, ça nécessite l'élimination d'autres diagnostics. Donc ça va mettre du temps, pas énormément. Et justement, on va profiter de cette hospitalisation lors d'une exacerbation pour faire ce qu'on peut faire, bien sûr, juguler l'exacerbation et lancer les explorations et refaire certains tests ou explorations de façon différée pour mieux analyser et bien évidemment porter un diagnostic plus sûr. Merci.